Mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas voyager bien loin. Non. L'affaire dont je vais vous parler s'est déroulée chez nous, en France, plus précisément dans une petite commune du Pays Basque, la Bastide-Clérance. Un nom qui respire la tranquillité, vous ne trouvez pas? Nichée dans les Pyrénées-Atlantiques, à une trentaine de kilomètres de Bayonne, cette bourgade compte à peine 1 millier d'âmes. Un décor de carte postale, classé parmi les plus beaux villages de France, là où le temps semble suspendu. C'est dans ce cadre bucolique, presque idyllique, que vivait la famille Rouxel. Eva, Pascal et leurs 2 garçons, Yann, l'aîné, et Kevin, le cadet. Une famille d'agriculteurs comme on en voit souvent, qui affrontait sans faillir les épreuves du quotidien rural. Mais, le 20 février 2016, tout a basculé. Ce jour-là, le plus jeune fils a saisi son téléphone pour alerter les secours. Il s'est produit quelque chose d'impensable. Dans la maison familiale, un double meurtre venait d'être découvert. Eva et Pascal, le père et la mère, abattus. Et très vite, les regards se sont tournés vers leurs propres enfants. Les accusations ont fusé, chacun rejetant la faute sur l'autre. Et l'enquête, elle, s'est retrouvée face à un véritable labyrinthe de mensonges. À la Bastide-Clérance, ce jour-là, vers midi, les sirènes ont brisé le calme du village. Police et secours ont débarqué sur place, précipités par un appel à l'aide. Imaginez la scène. L'un des fils tentant désespérément de ranimer ses parents, ses mains tremblantes cherchant à leur redonner vie. Mais ces efforts sont restés vains. Un hélicoptère médicalisé a été mobilisé en urgence, mais c'était déjà trop tard. En entrant dans la maison, un détail a immédiatement accroché le regard des enquêteurs. Une table de fête soigneusement dressée, comme un contraste cruel, glaçant. Ce 20 février 2016 n'était pas censé être un jour de drame. Non, la famille s'était rassemblée pour célébrer l'anniversaire de Yann, l'aîné. Une journée qui aurait dû être joyeuse et qui a pourtant viré au cauchemar. Alors, que s'est-il passé? Très vite, policiers et gendarmes ont conduit les 2 frères ainsi que les autres invités au commissariat. Les interrogatoires ont commencé, méthodiques, implacables, pour tenter de dénouer ce qui semblait déjà être une histoire bien plus sombre que ce qu'on pouvait imaginer. Et puis, il y avait Eva Rouxel, la mère. 55 ans, une femme douce, discrète, aimée de son entourage. C'est elle qui tenait les rênes de la petite exploitation familiale, qui gérait les finances, qui assumait la lourde charge des décisions au quotidien. Bref, l'âme de la maison. Et pourtant, c'est cette même maison qui venait de se transformer en théâtre de sang. Eva, la mère, passait des nuits entières au téléphone, toujours plongée dans la gestion de la petite affaire familiale. Une femme investie, qui se donnait sans compter. À ses côtés, il y avait Pascal, 54 ans, le père, le pilier, l'homme qui portait tout sur ses épaules. Lui, c'était le travailleur acharné, chef de famille, agriculteur et inspecteur d'assurance à ses heures. Autant dire, la seule source de revenus stable sur laquelle tout le monde comptait. Leur histoire avait commencé bien avant la Bastide-Clérance. Pascal était venu de Pologne pour étudier l'économie. Eva, elle, suivait le droit international. Ils s'étaient croisés sur les bancs de l'université et comme dans un roman, ils étaient devenus inséparables. Mariés à la fin de leurs études, ils avaient choisi ce petit coin de paradis pour bâtir leur vie. Une maison, une ferme, et surtout, 2 fils. Yann, l'aîné, 27 ans. Ce jour-là, les policiers l'ont retrouvé assis dans la cour, incapable de bouger, figé sur une chaise, le regard perdu, comme si son corps avait cessé de répondre. Physiquement, il allait bien, mais psychologiquement, c'était une autre histoire. Il a été conduit dans un centre médical où l'on a confirmé qu'il n'avait pas été blessé. Le cadet, Kevin, menait une vie plus installée, marié, installé à Hasparren, à 10 minutes de route à peine. Avec son épouse, ils avaient même accueilli une petite fille, Alice, une famille dans la famille. Bref, sur le papier, les Rouxel incarnaient l'image d'une vie simple, stable, presque exemplaire. Kevin, le Benjamin de la famille, 24 ans au moment du drame. Ce soir-là, il n'était pas seul. À ses côtés, son épouse Sophia, du même âge, et leur petite Alice, 2 ans à peine.
Toute la petite famille se trouvait dans la maison, et évidemment, ils ont tous été conduits au commissariat pour témoigner. Imaginez la scène, une enfant terrorisée par le bruit des coups de feu, pleurant sans fin, jusqu'à ce que son arrière-grand-mère vienne enfin la prendre dans ses bras. Devant les enquêteurs, Kevin s'est lancé dans un récit troublant. Selon lui, tout aurait commencé par un conflit explosif entre ses parents. La cause? Une prétendue infidélité de sa mère. Il a expliqué qu'il n'avait pas assisté à tout le repas, mais qu'il avait senti la tension monter peu à peu. Puis, selon ses dires, tout aurait basculé quand son père, fou de rage, aurait quitté la table, saisi son revolver dans son bureau et tiré sur Eva, sa propre femme, en plein repas de famille. Une scène inimaginable, choquante, qui se serait déroulée sous les yeux de tous. Toujours selon Kevin, cette vision l'aurait bouleversé au point de se jeter sur son père pour lui arracher l'arme. Il disait craindre que Pascal, dans sa folie, ne tire sur quelqu'un d'autre. Une lutte aurait alors éclaté, ponctuée de nouveaux coups de feu. Et c'est là qu'il affirme que la mort de son père aurait été accidentelle, pas préméditée, juste le résultat d'une bagarre incontrôlable. Pris de panique, lui, sa femme et leur fille auraient quitté précipitamment les lieux, avant de se raviser et de se rendre à la police. Un scénario qui, avouons-le, semblait taillé sur mesure. Trop parfait, presque. Car très vite, les enquêteurs ont émis des doutes. Vous voyez, à la Bastide-Clérance, tout le monde connaissait la famille Roussel. Depuis plus de 30 ans, Pascal et Eva incarnaient l'image même du couple respectable. Pas une ombre au tableau, pas de trahison, pas de scandale. Rien qui puisse nourrir un tel récit. Alors, cette histoire de querelle conjugale dramatique, comment dire? Elle paraissait difficile à avaler. Franchement, qui aurait pu croire une seule seconde qu'Eva menait une double vie? Un amant? Allons donc. Pour les proches, cette idée relevait presque du délire. Les amis de la famille racontaient n'avoir jamais vu le couple se disputer. Pas une engueulade, pas un accrochage, rien. Ces deux-là semblaient inséparables, fusionnels, et surtout profondément amoureux. Quant à l'idée que Pascal ait pu pointer une arme sur sa femme, impensable, inconcevable. Ce drame, au regard du témoignage de Kevin, avait donc laissé tout le monde abasourdi. Et très vite, les policiers ont commencé à flairer l'entourloupe. Parce qu'autant vous le dire tout de suite, le récit du fils cadet ne tenait pas debout. Les médecins légistes, eux, allaient rapidement donner une autre version de l'histoire. L'examen des corps a d'abord confirmé qu'Eva était morte presque instantanément. Une balle logée dans la poitrine, tout près du cœur, sectionnant une artère principale. Autant dire qu'elle n'avait eu aucune chance. Une hémorragie interne massive, foudroyante. Et là, ironie du sort, ces blessures correspondaient effectivement à ce que racontait Kevin. Jusque-là, tout collait. Mais pour Pascal, le chef de famille, l'autopsie a révélé des détails bien plus troublants. 3 balles. Oui, 3. La première à la base du cou, la deuxième dans le dos, et la dernière, fatale, tirée en plein front. Vous voyez le problème? Ça ressemblait beaucoup moins à une lutte improvisée qu'à une exécution méthodique. 3 balles, tirées depuis plusieurs directions. Autant dire qu'on ne pouvait plus parler d'accident. Non, Pascal avait été exécuté, délibérément. Et il était évident, dès les premières conclusions médico-légales, que l'arme n'avait jamais été entre ses mains. Alors, forcément, la police a dû agir. Les 2 frères ont été placés en garde à vue et Sophia, l'épouse de Kevin, de nouveau convoquée. Car rappelons-le, les seuls témoins directs de ce massacre, c'étaient eux 3. Et dans ce trio, il y avait forcément au moins un cerveau et un exécutant. C'est à ce moment-là que Kevin a opéré un virage spectaculaire. Fini la version du père meurtrier. Désormais, il pointait du doigt son propre frère, Yann. Il expliquait qu'il n'avait pas osé dire la vérité plus tôt, soi-disant par peur des représailles de ce grand frère violent, imprévisible, impossible à contrôler. Dans son récit, Yann devenait soudain l'élément incontrôlable de la famille, celui qui, régulièrement, manquait de respect à ses parents, celui qui s'en prenait surtout à sa mère, par les mots, et parfois même par les gestes. Selon Kevin, ce 20 février, il aurait basculé, littéralement. Pris d'une crise de folie, il aurait abattu ses parents de sang-froid. Et comme pour ajouter du poids à ses accusations,
Sophia, sa femme, confirmait. Elle assurait qu'au cours du repas, Jan s'était montré étrangement nerveux, multipliant les allers-retours dans le salon. À un moment, il se serait mis à agresser les autres invités, puis, furieux, aurait couru chercher le revolver, hurlant qu'il allait tous les tuer. Une lutte aurait éclaté, et dans ce chaos, les parents auraient trouvé la mort. Selon eux, Kevin aurait même eu le courage, ou la chance, de désarmer son frère devenu incontrôlable. Mais vous le sentez, non? Cette version, elle aussi, avait comme un arrière-goût de trop bien ficelé. Pendant ce temps, dans une autre pièce du commissariat, Jan livrait une version radicalement différente. Il était couvert de sang, mais selon lui, c'était uniquement parce qu'il avait tenté de sauver ses parents, de leur porter secours. Un détail qui, avouez-le, laisse planer une ombre de doute. Face aux policiers, Jan peinait à s'exprimer. Ses phrases étaient hachées, incohérentes parfois. On le sentait dans un état second, figé dans une sorte de stupeur. Pourtant, les médecins étaient clairs. Physiquement et mentalement, il était apte. Pas de crise, pas de délire. Simplement un homme en état de choc. Et malgré tout, quelque chose clochait. Parce que lorsqu'il parlait, Jan le faisait avec un calme glacial. Pas une larme, pas un tremblement dans la voix. Même son avocat en était troublé. Jamais il n'avait vu son client raconter un drame aussi sanglant avec autant de détachement. Comme si l'horreur n'avait laissé aucune trace sur lui. Dans son récit, l'arme n'avait jamais été dans ses mains. Non, selon lui, c'était Kevin, son frère cadet, qui avait tenu le revolver. C'était lui le responsable de ce carnage. Et maintenant, accusait Jan, il tentait simplement de se défausser en transformant son frère aîné en coupable idéal. Résultat, les enquêteurs se retrouvaient avec deux frères qui s'accusaient mutuellement sans qu'aucune preuve irréfutable ne vienne confirmer la version de l'un ou de l'autre. Un jeu de miroir, un duel de mensonges. Et au milieu de tout ça, la vérité introuvable. Alors, par mesure de sécurité, pour protéger les habitants du village et les survivants de la famille, le tribunal a décidé de placer Jan en détention provisoire. Direction la prison de Mont-de-Marsan, à une centaine de kilomètres de cette maison désormais maudite. Et c'est là, derrière les barreaux, que les psychiatres sont entrés en scène. Leur conclusion allait faire l'effet d'une bombe. Jan souffrait de troubles du développement jamais diagnostiqués, une forme sévère d'autisme, connue sous le nom de syndrome d'Asperger. En réalité, le jeune homme était très intelligent. Il avait appris à lire tôt et obtenait d'excellents résultats dans une école spécialisée. Mais de tels troubles se caractérisent par des problèmes de comportement. Les personnes atteintes vivent comme des robots. Elles sont capables de traiter efficacement l'information, de travailler, mais elles ont besoin d'un soutien et d'une surveillance constante dans la vie quotidienne. Ce syndrome est diagnostiqué assez rarement, ce qui faisait du présumé meurtrier un sujet d'étude intéressant pour les psychiatres de la prison. L'une des principales particularités du syndrome d'Asperger est l'absence quasi totale d'expression émotionnelle. La personne ne sourira pas pour transmettre ses émotions, ne manifestera ni regret ni tristesse. C'était précisément ce trouble qui expliquait le calme glaçant de Jan lors des interrogatoires. Eva était tombée enceinte de Jan à 27 ans. Dès sa naissance, il présentait certaines anomalies, mais comme la famille vivait dans un petit village isolé, personne n'avait envisagé de consulter des médecins ou de chercher un diagnostic, d'autant plus qu'à l'époque, l'autisme n'était pas connu. Les parents considéraient simplement que Jan avait un caractère particulier. Ils avaient dû s'adapter à ses spécificités et lui consacrer plus de temps qu'à Kevin. Peut-être que cela avait nourri chez ce dernier une certaine rancune envers son frère aîné. Les psychiatres qui avaient examiné Jan affirmaient que, compte tenu de ce trouble, les paroles de Kevin semblaient fausses. Les personnes atteintes du syndrome d'Asperger sont très peu enclines à l'agressivité ou à la violence. En règle générale, ce sont des personnalités calmes et indifférentes, qui ne représentent aucun danger pour la société. Dans l'ensemble, Jan était un jeune homme agréable, qui n'avait jamais manifesté la moindre agressivité envers ses parents ou qui que ce soit d'autre. Les amis et proches de la famille confirmaient qu'il avait toujours été posé et qu'il entretenait de très bonnes relations avec son père et sa mère. Dans ce contexte, la police devait accorder plus d'attention aux paroles de Kevin. Il devenait de plus en plus évident qu'il essayait de cacher quelque chose.
en faveur de Yann jouait aussi le fait qu'il était resté sur les lieux du drame et qu'il avait tenté de porter secours à ses parents, contrairement à son frère Kevin, qui étrangement avait montré de l'indifférence. Yann avait pratiqué la respiration artificielle et le massage cardiaque, mais en vain, car les blessures étaient trop graves. Les spécialistes savaient que les autistes atteints du syndrome d'Asperger n'étaient pas enclins au mensonge. Cela signifiait que les déclarations de Yann pouvaient être plus fiables que celles de son frère. Toutefois, Kevin avait pour lui le témoignage de son épouse, qui confirmait chacune de ses paroles. En plus de devoir vérifier la véracité des propos de deux personnes, la police devait également décider s'il fallait considérer Sophia comme complice, si la culpabilité de son mari était avérée. De nombreux témoins connaissaient bien les victimes et leurs enfants. Beaucoup affirmaient que Yann était un jeune homme bien calme, équilibré, qui s'entendait très bien avec ses parents et vivait avec eux. En revanche, Kevin avait des difficultés avec son père et sa mère. Il n'y avait pas de compréhension mutuelle entre eux, et ils se disputaient souvent pour des détails. C'était lui, le fils cadet, qui montrait en premier de l'agressivité. Les enquêteurs ont commencé alors à étudier plus en détail la vie de Kevin et de son épouse Sophia. Sophia Badnarchuk a rencontré Kevin sur Internet en 2011. Elle avait 18 ans à ce moment-là, et le jeune homme n'était plus âgé que de quelques mois. Elle l'a séduit par sa beauté. De plus, elle était intelligente. Elle était originaire d'un petit village appelé Topar, au Kazakhstan, qui comptait moins de 10 000 habitants. Ils ont commencé à échanger et au bout de 6 mois, Kevin l'a invitée en France. Elle est venue. Leur relation amoureuse s'est développée très rapidement. Ils n'ont même pas eu le temps de vraiment se connaître que, 2 semaines seulement après leur rencontre en personne, ils se sont mariés. Mais les moyens de subsistance du couple ont été presque inexistants. Kevin a seulement commencé à se lancer dans la vie et à chercher un emploi qui puisse rapporter un revenu. Sophia non plus n'a pas eu de travail stable. Ce sont donc les parents de Kevin qui les ont soutenus financièrement. Même leur mariage a été payé par ses parents. Eva a un peu mis la pression sur Kevin à ce sujet, d'autant plus que le jeune homme s'est montré assez paresseux. Mais la situation ne s'est pas améliorée avec le temps. L'ambiance dans la famille s'est de plus en plus tendue. Comme le jeune couple s'était littéralement installé sur le dos des parents de Kevin, peu avant la tragédie, les parents ont décidé de pousser leur fils hors du nid pour qu'il commence enfin à mener une vie adulte et autonome, puisqu'il était déjà marié et qu'il fondait une famille. De plus, il était en bonne santé, contrairement à Yann, et il pouvait très bien travailler, tout comme Sophia. Mais ni l'un ni l'autre n'ont montré la moindre volonté de travailler ni cherché à s'employer. Pour cette raison, peu avant le drame, le père de famille a cessé d'entretenir financièrement Kevin et Sophia, une mesure qu'il a été contraint de prendre à cause de leur comportement. Les parents ont tenté de les forcer à réagir, à chercher un emploi et à devenir indépendants. Selon l'enquête, cette décision a été fatale aux parents. Pascal a continué, avec son salaire, à subvenir aux besoins de sa femme, de ses 2 fils, de sa belle-fille et de leur petite-fille. C'est lui qui leur a trouvé un appartement à louer à Hasparren et qui a payé le loyer. Il a aussi pris en charge les courses et toutes les autres dépenses. Il n'est donc pas étonnant que, dans ce contexte, l'homme ait voulu alléger son fardeau. Kevin et Sophia ont été, pour le dire doucement, très contrariés par la décision des parents. Ils ont commencé à menacer Eva et Pascal en promettant de partir loin, jusqu'au Kazakhstan, à près de 7000 kilomètres, et de ne plus jamais leur permettre de voir leur petite fille qu'ils aimaient tant. Comme cela n'a pas eu d'effet, la tension dans la famille a encore augmenté. Kevin s'est comporté d'une manière telle que ses parents ont commencé à craindre pour leur vie. À plusieurs reprises, ils l'ont confié à des amis proches. Les nuages se sont amoncelés au-dessus du couple formé par Kevin et Sophia, mais pour procéder à une arrestation et à une inculpation, il fallait des preuves plus solides. 1 mois après le bain de sang, les enquêteurs se sont de nouveau adressés à Sophia. Les détectives ont décidé de lui poser quelques questions concernant ce qui s'était passé. La jeune femme leur a raconté que la situation financière de leur famille était extrêmement préoccupante. Kevin n'avait pas pu trouver de travail. Le père de famille avait refusé de les entretenir. En outre, la menace avait été répétée à plusieurs reprises. Il serait privé d'héritage et tous les biens reviendraient à Yann. Cela a provoqué des disputes constantes. Cependant, elle a reconnu qu'elle avait entretenu des relations assez chaleureuses avec la défunte Eva, qui, malgré tout,
avaient continué à les soutenir. Mais le chef de famille ne s'était pas montré aussi bienveillant envers eux. Les paroles de Sofia ont encore plus embrouillé l'enquête. La police n'a pas réussi à trouver de points communs dans toutes ces données contradictoires. C'est pourquoi les recherches d'indices ont continué activement. Dans l'appartement de Kevin et de son épouse, une perquisition a été effectuée et elle a enfin permis de faire avancer l'affaire. Dans l'une des poches de vêtements de Kevin, les enquêteurs ont découvert une feuille de papier froissée. Sur celle-ci, un stylo noir avait décrit étape par étape le déroulement du crime. Il est devenu évident que le frère cadet avait prévu de tuer ses parents ainsi que son frère aîné et qu'il avait tout planifié. Enfin, les enquêteurs ont réussi à trouver des indices essentiels. Kevin a été arrêté et placé en détention. Sur la base de cette preuve, les forces de l'ordre ont considéré que Yann devait subir le même sort que ses parents, mais qu'il avait eu la chance de rester en vie. Ainsi, Kevin s'était préparé à éliminer tous ceux qui disposaient des biens de la famille et son unique rival, l'héritier. Cela lui aurait permis de s'approprier tout le patrimoine de ses parents. Sans le savoir, Sofia a contribué à résoudre l'affaire, car jusqu'à son interrogatoire, l'histoire de l'héritage n'était pas connue. Désormais, les enquêteurs ont clairement compris le mobile du crime, l'argent. La fortune de la famille Rouxel était estimée à environ 2 millions d'euros. Mais le plan machiavélique décrit sur la feuille ne s'arrêtait pas là. Le criminel prévoyait d'effacer toutes les traces du drame en incendiant la maison. Les corps de toute sa famille devaient s'y trouver. Heureusement, il n'a pas réussi à mener son projet jusqu'au bout. Il semble que quelque chose l'ait empêché d'agir. En poursuivant l'enquête, la police a découvert que l'épouse du criminel pouvait avoir joué son rôle dans ce plan sinistre comme complice. Ainsi, le 1er avril 2016, Sofia Rouxel a également été placée en détention. Elle a été accusée de complicité dans le double meurtre. Cela a provoqué l'indignation de la jeune mère, qui a nié toute implication dans le crime. La grand-mère de Kevin et Yann s'est profondément attristée de ce qui s'était passé. La mère de Pascal, âgée de 84 ans, a été choquée de voir jusqu'où le conflit de génération avait mené. Elle a ressenti une profonde injustice et a voulu aller au bout de la vérité. À ce moment-là, Yann, faussement accusé, a été libéré. Malheureusement, le jeune homme innocent n'a même pas pu assister aux funérailles de ses parents à cause de son incarcération. En retrouvant sa grand-mère, le petit-fils s'est excusé auprès d'elle de sa difficulté à exprimer ses émotions. Mais il a dit qu'il était heureux que tout soit enfin terminé. Yann a aussi espéré que son frère reçoive une juste punition. Il est resté vivre avec sa grand-mère. Par la suite, plusieurs rencontres avec les forces de l'ordre et les psychiatres ont permis de reconstituer entièrement la chaîne des événements de ce jour tragique, le 20 février. Les témoignages de Yann sont devenus décisifs. La veille du drame, Kevin s'était mis d'accord avec ses parents pour une rencontre le 20 février 2016. Ce jour fatidique était l'anniversaire de Yann. Son frère cadet Kevin avait proposé aux autres membres de la famille de se réconcilier et de discuter de ce qui n'allait pas entre eux. Les parents avaient accepté de se rencontrer pour enfin rétablir des relations apaisées. Yann avait été joyeux dès le matin. Ses parents lui avaient offert des cadeaux. Il attendait avec impatience l'arrivée de son frère, de sa belle-sœur et de leur petite-fille, afin qu'ils puissent tous se retrouver autour de la table de fête. Kevin et son épouse étaient arrivés avec leur petite-fille. Kevin avait apporté un grand sac neuf, dont le contenu s'est révélé sinistre. Il était entré dans la maison avec, mais personne n'y avait vraiment prêté attention. Dans le four, un poulet rôtissait. Sur la table dressée, il y avait des sandwichs au houmous et une salade de légumes. Le père de famille, Pascal, était arrivé en retard, revenant d'un déplacement professionnel dans une autre ville. Il avait été le dernier à entrer dans la maison par la porte de la cuisine où il avait trouvé Kevin. Ils avaient échangé quelques mots. Mais lorsque Pascal s'était retourné, son fils avait sorti un revolver de son sac et lui avait tiré dans le dos à 2 reprises, traîtreusement. Mais le chef de famille s'était montré plus résistant que ne l'avait imaginé le criminel. Il s'est retourné et a tenté de lui arracher l'arme, mais il avait été gravement blessé, si bien qu'il perdait rapidement du sang et ses forces. Il a essayé de se rendre jusqu'au bureau où se trouvait son coffre à armes, mais il n'a pas pu et est tombé sur le dos. Dans cette position, Kevin lui a tiré dans la tête pour s'assurer de le tuer.
Pendant ce temps, Sophia avec la fillette, Jan et Eva se trouvaient dans le salon. Tout s'est passé trop vite, et ils n'ont pas pu réagir immédiatement au bruit de la lutte et des coups de feu. Dès qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas, Jan et Eva ont couru vers la cuisine. Là, ils ont découvert un spectacle effroyable. Pascal gisait au sol et était déjà mort, et Kevin est allé vers eux armé en les menaçant de les tuer tous les deux. Jan a vu une gerbe d'éclairs. À cet instant, sa mère a reçu une balle dans la poitrine et s'est effondrée. Le jeune homme a cru être condamné à la même fin et il s'est donc engagé dans une lutte contre son frère cadet. Il s'est jeté sur Kevin et une bagarre a éclaté entre eux. Un autre coup de feu a retenti sans atteindre sa cible. Par une heureuse, ou plutôt fatale, erreur de Kevin, cette balle s'est révélée être la dernière. Il avait chargé son revolver avec seulement 5 cartouches et s'est retrouvé désarmé. Cela a déstabilisé l'agresseur qui n'a plus su quoi faire. De plus, Jan a réussi à prendre l'avantage sur lui dans la lutte. Il n'est resté à Kevin d'autre choix que de fuir les lieux. Pendant ce temps, Sophia s'est précipitée vers Eva, encore vivante mais en train de perdre beaucoup de sang. Mais au lieu de lui porter secours, elle a commencé à fouiller ses poches. Il est probable qu'elle cherchait de l'argent ou des objets de valeur qui leur permettraient, à elle et à son mari, de se cacher avec leur enfant. Elle n'a pourtant rien trouvé. Kevin, accompagné de sa femme et de leur fille, est sorti en hâte de la maison, hors de portée du frère en colère, qui voulait le déchirer pour le meurtre des parents. Ils sont montés dans la voiture et sont partis. Mais le couple n'est pas allé bien loin. Ils se sont retrouvés face à la réalité. Leur plan avait échoué. Le frère n'avait pas été tué. Kevin n'a pas réussi à l'éliminer. Ils n'ont pas obtenu l'argent. Pendant ce temps, Jan s'est attelé à donner les premiers secours à ses parents. Dans leur panique, le couple a laissé trop d'indices sur la scène du crime. Ils n'ont en outre pas pu mettre à exécution la dernière partie de leur plan. Dans leur voiture, les enquêteurs ont retrouvé 5 litres d'acide chlorhydrique et 6 litres d'alcool médical. Tout cela était destiné à provoquer l'incendie et à effacer les traces du crime. Cependant, au dernier moment, le jeune couple a renoncé à fuir car leur plan avait échoué. Ils ont décidé de rejeter toute la responsabilité sur leur frère autiste, Jan, qui, selon eux, n'aurait pas été capable de se défendre et ils ont eux-mêmes signalé le crime à la police. Ils pensaient ainsi que l'avantage serait de leur côté et que les enquêteurs les croiraient. Mais, heureusement, leur plan n'a pas fonctionné et la police a réussi à les confondre. Les détectives ont été particulièrement frappés par le fait que Kevin, avec l'aide de Sophia, avait commis ce crime littéralement sous les yeux de leur fille de 2 ans. Cela a soulevé de sérieuses questions sur leur état mental. Il a été difficile de croire qu'une telle idée pouvait germer dans l'esprit d'une personne saine et équilibrée. C'est pourquoi le couple a été envoyé pour subir une expertise psychiatrique, qu'ils ont passée avec succès. Les médecins les ont jugés responsables de leurs actes et capables de comparaître devant la justice. Au début, le couple n'a pas reconnu les faits et a nié toute implication dans le meurtre, mais plus tard, Kevin a fini par avouer. Il a exprimé des regrets et a dit qu'il s'ennuyait de ses parents. Le 10 décembre 2018, presque 3 ans après le double meurtre commis dans la maison familiale des Rouxel, les véritables coupables ont comparu devant la cour d'assises. Pour la première fois depuis le drame, les 2 frères se sont retrouvés face à face, depuis ce jour où l'un d'eux avait tenté de tuer tous les autres membres de la famille. Dans la salle d'audience régnait une atmosphère tendue. La plus déterminée à obtenir justice était la grand-mère de Jan, Josette, indignée que son fils soit mort avant elle. Malgré des années de mensonges, dès le début des audiences, Kevin a reconnu le double meurtre. Il a aussi admis qu'il avait menti presque sur tout ce qu'il avait raconté à l'enquête. En réalité, il y avait eu une multitude de versions et de mensonges par lesquels l'assassin avait essayé de salir son père. Il avait même inventé que Pascal harcelait Sophia. Selon Kevin, son épouse était parfaitement au courant de ses intentions. Il a même affirmé que c'était elle qui l'avait poussé à commettre ce crime pour des raisons d'héritage, la présentant comme sa complice. Mais la jeune femme a continué à tout nier, en déclarant son innocence. Elle a affirmé qu'elle n'avait touché personne et que tout avait été commis par son mari. Ces déclarations de Kevin ont été un choc pour la jeune femme et, selon ses propres mots, une grande déception.
Elle a alors déposé une demande de divorce et s'est séparée de lui. Sofia est entrée dans l'église et est devenue très religieuse. Les représentants de la communauté ecclésiastique ont témoigné en sa faveur lors du procès. Le procès a duré 5 jours, après quoi Sofia, âgée de 26 ans, s'est sentie très mal. Il s'est avéré que, durant tout ce temps, elle n'avait rien mangé et qu'elle avait perdu connaissance. Elle a donc été transportée à l'hôpital. Le même jour, Kevin a été hospitalisé dans une clinique psychiatrique après avoir tenté de se suicider dans sa cellule avec les lacets de ses chaussures. Il avait pris cette décision désespérée lorsqu'il avait appris que Sofia avait divorcé et avait commencé une relation avec un autre homme. Kevin avait retiré les photos de son épouse des murs de sa cellule, ne laissant que celles de sa fille, et avait décidé qu'il ne voulait plus vivre. Les psychiatres avaient dû lui venir en aide. À ce moment-là, ses problèmes psychiques se sont aggravés et Kevin a commencé à affirmer que ce n'était pas lui qui avait commis le meurtre, mais son frère jumeau secret, que la famille aurait caché. Cependant, l'expertise ADN et les empreintes digitales retrouvées sur l'arme ont confirmé que c'était bien lui qui avait tiré avec le revolver. Bien entendu, il n'existait aucun frère jumeau. En conséquence, l'audience a dû être ajournée, car les accusés étaient absents de la salle du tribunal. Plus tard, Sofia a même été libérée temporairement pour pouvoir retrouver sa fille. Alors qu'il était sous surveillance, Kevin a tenté de s'évader à 2 reprises. La première fois le 5 mars 2016, du centre de détention de Bayonne, où il avait pris en otage une infirmière. La deuxième fois, de l'hôpital de Tralignan, où il avait été transféré après avoir incendié sa cellule. La victime survivante, Yann, a raconté au tribunal sa douleur d'avoir perdu les personnes les plus proches de lui, celles qui l'avaient toujours soutenu. Désormais, il s'était retrouvé sans aucun appui. Malgré toutes ces épreuves, il a essayé de reprendre une vie normale. Finalement, Sofia a été reconnue coupable de complicité dans le meurtre et condamnée à 20 ans de réclusion. Mais elle s'est indignée du verdict et a fait appel. En mars 2020, l'explosion de la pandémie a contraint la justice à reporter le verdict. Cela est arrivé seulement quelques heures avant la condamnation attendue de Kevin. L'affaire a alors traîné. Le procès a repris en octobre 2022. Au terme des débats, Kevin Roussel a été reconnu coupable du meurtre de ses parents et condamné à 30 ans de prison. Il a aussi écopé de 5 années supplémentaires pour sa tentative d'évasion avec prise d'otage d'une infirmière. Ensuite, un nouveau procès a été ouvert pour Sofia. Sa mère et sa sœur sont venues du Kazakhstan pour la soutenir. Elles ont déclaré que Sofia venait d'une bonne famille respectée. L'accusée a affirmé qu'elle n'avait pas eu besoin d'argent et que l'intérêt financier n'avait jamais été une priorité pour elle. La jeune femme a nié avoir participé au crime et a même dit qu'elle ignorait que Kevin avait planifié cela, sinon elle l'aurait dissuadé. Elle a ajouté qu'elle ne savait même pas à quel point leur situation financière était mauvaise, car c'était son mari qui gérait l'argent, et elle pensait que leurs allocations suffisaient pour vivre. Sofia a même raconté qu'elle avait accompagné son mari lorsqu'ils avaient acheté l'arme. Elle croyait qu'ils achetaient le revolver comme cadeau pour le père de Kevin. C'est pourquoi elle n'avait pas tiré la sonnette d'alarme. Grâce aux nouveaux témoignages de Kevin, dans lesquels il a déclaré avoir agi seul, son ex-épouse Sofia Bodnarchuk a été acquittée. Aucun autre élément ne prouvait sa culpabilité, et elle a donc été libérée. La mère de Pascal, âgée de 84 ans, a été indignée, car son petit-fils Yann avait raconté que Sofia avait aidé Kevin ce jour-là et qu'elle avait clairement été impliquée. Selon Josette, Eva et Pascal s'étaient plaints auprès d'elle des mauvaises plaisanteries de Sofia, cruelles et déplacées, qui portaient sur leur mort prochaine, afin que la jeune famille de Kevin puisse toucher l'héritage. C'est pourquoi ils étaient convaincus que c'était Sofia qui avait poussé Kevin au meurtre, motivée par un héritage qu'elle voulait obtenir au plus vite. Elle avait manipulé son mari et elle s'en était sortie indemne. Yann a récemment confié aux médias qu'après la perte de son père, de sa mère et de son frère, tout ce qui lui restait désormais, c'était de continuer à vivre, malgré tout. La petite Alice est restée vivre avec Sofia en France, mais son arrière-grand-mère craint que sa mère ne l'emmène hors du pays. Si ce travail vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, soutenez cette vidéo avec un j'aime et discutons de cette histoire ensemble dans les commentaires. Merci à tous et à bientôt.